merci beaucoup d'être là ce soir. Merci beaucoup à Soline Nivet et à Françoise Keuten qui descend juste du train de Bruxelles de nous avoir rejoints et d'avoir accepté notre invitation pour venir échanger avec nous. Alors, la discussion de ce soir a lieu dans le cadre des rencontres du 24, qui sont des rencontres qu'on essaye d'organiser tous les mois à l'agence sur des thèmes assez variés, en invitant des professionnels extérieurs à venir échanger avec les équipes de l'agence, soit sur des thèmes proches des projets qu'on mène, soit justement sur des thèmes un petit peu différents et qui peuvent décloisonner un peu les compétences de chacun, susciter d'autres idées, éveiller un peu d'autres curiosités. Voilà, donc c'est un lieu dont la programmation est à faire collectivement, qui est pour l'instant une programmation libre. Donc pourquoi pas imaginer par exemple pouvoir faire d'autres types d'événements ici, donc des projections ou des expositions éventuellement. Donc tout ça reste à construire. On a choisi comme thème ce soir la question de la narration et de la représentation dans les projets. Pourquoi on a choisi ce thème et pourquoi on a fait appel à Françoise Keuten et à Soline Nivet sur ces questions? Alors, tout est parti à la base de la candidature à laquelle nous avons répondu, qui avait été lancée notamment par la métropole du Grand Paris sur le devenir des autoroutes franciliennes à horizon 2050-2060. Donc, nous avions formé une belle équipe pour répondre et nous avions formulé une réponse un petit peu multiforme et qui nécessitait à la fois d'imaginer ce que pourraient être les infrastructures des autoroutes en 2050. Donc pourquoi on s'en sert, quel type d'usage il y a dessus, comment on les transforme, comment on les fait évoluer, et qui nécessitait aussi de pouvoir les raconter et les représenter. Puisqu'en fait, une partie du travail de cette candidature aurait abouti à une grande exposition pour le grand public à Paris. Et donc il y avait tout un volet représentation, imaginaire, vision. Donc on s'est retrouvé un petit peu coincé sur ce volet-là et on avait fait appel à Françoise Keuten sur deux thématiques. L'une qui était vraiment le volet de la représentation, donc comment on crée une image pour se projeter sur un horizon temporel très lointain, sur des échelles territoriales assez difficiles à appréhender. Donc qu'est-ce qu'on visualise, qu'est-ce qu'on a envie de faire passer, quelle image sort en fait de ce type de réflexion. Et puis il y avait un deuxième volet qui était à la limite plus important sur la candidature des autoroutes, qui était comment on raconte cette histoire, ou en tout cas les propositions qui allaient sortir de notre travail, comment on les inscrivait dans un récit, quelle histoire on racontait, comment on tenait un fil rouge, et donc sur l'aspect un peu conteur, ou en tout cas c'est ce que nous on portait, on a fait appel à François pour nous accompagner là-dessus. Bon, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, on n'a pas voulu rester sur notre faim. Et voilà, on n'a pas dit notre dernier mot. Et donc, du coup, bon, on n'aura pas pu continuer beaucoup le travail là-dessus, mais pourquoi pas sous une autre forme. En tout cas, ça nous a donné envie d'organiser cette rencontre. Donc, j'avais posé quelques images, en fait, qu'on avait mis dans notre dossier de candidature. Donc là, l'échangeur de Bagnolet, qui est une photo d'un photographe avec lequel j'avais travaillé par le passé, Camille Fallet. En parallèle de dessins de François Keuten qui nous les avait transmis et qu'on avait mis dans le dossier. Donc c'est juste pour mettre un peu les deux en regard. Là, en côte à côte. Donc je ne sais plus très bien où on est sur la photo de gauche. En tout cas, ce qui est marrant sur ces images, c'est que c'est pas vraiment des avant-projets, après-projets, mais c'est plutôt des avant-imaginaires, après-imaginaires, ce que ça pourrait donner et ce qu'on pourrait avoir envie de voir. Là, pareil, sur un peu la place du piéton par rapport à ces infrastructures qui est assez marrante, je trouve, les deux images en regard. Sur la question de la narration, il y a déjà un travail qui avait été fait avec Soline à l'agence, que Delphine va présenter, et sur la question de la narration des Jeux Olympiques, ce que représentaient les Jeux Olympiques pour Paris, ce que Paris représentait pour les Jeux Olympiques, au moment où avait été déposée la candidature parisienne. Delphine, tu veux en parler ? Ça permettra déjà de commencer à présenter un peu nos intervenants. On a effectivement participé à la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques 2024 et on a été sélectionné cette fois-ci, c'était une candidature plus heureuse, pour une mission qui était intitulée Narration et qui en fait était censée aider la candidature pour une sorte de mise en récit de l'activité du sport
dans la ville, et à savoir notamment à l'échelle métropolitaine, et à essayer de positionner Paris comme évidemment dans sa candidature qui était très bonne techniquement, mais qui avait déjà échoué 2 fois, et où ils se sont dit c'est peut-être bien de collaborer avec des gens qui d'habitude ne sont pas dans ce dispositif. Et en l'occurrence, on avait monté une équipe avec Soline Nivet. Alors j'ai retrouvé, en fait, il demandait plusieurs compétences, et tu répondais aux compétences littéraires. Il y avait aussi des compétences de sociologue qui étaient demandées, on avait répondu avec Frédéric Gilly, et une sorte de compétences vaguement identifiées événementielles, on avait répondu avec Yes We Camp. Et donc on avait formé comme ça un équipage qui a assez bien fonctionné. Et est-ce qu'il y a des images, Léa ? Alors voilà, avec finalement une sorte de fiction qui cherchait à replacer cet événement un peu exceptionnel et donc hors format dans la ville, et à voir ce que ça pouvait provoquer. Donc ça, c'est des images réalisées par Yes We Camp qu'on a utilisées pour discuter avec les organisateurs des JO, pour essayer, finalement, cette imagerie, elle cherche à positionner autrement le regard, à un changement d'échelle. Alors, on a finalement décidé de ne pas forcément les utiliser, vous allez voir. Il y en a d'autres ou pas ? Oui, donc c'est-à-dire de se dire qu'effectivement on célébrait peut-être, et je crois que c'est toi, Soline, qui avait utilisé ce mot en disant finalement les JO, ça pourrait être la cérémonie d'ouverture de la métropole. Donc voilà, c'était savoir finalement comment on était dans une dynamique, plutôt de créer un événement hors sol, d'amplifier une dynamique qui était déjà en cours, qui parfois pouvait être à très petite échelle, qui était sur le quotidien ou sur les habitants, et qui était déjà là. Et donc, vous savez qu'on aime bien, hein, on est souvent sur cette thématique dans nos projets, sur comment on valorise le déjà là. Et donc, ça s'était en tout cas plutôt bien terminé avec cette candidature. Donc, on ose penser qu'évidemment, la victoire de Paris au JO doit beaucoup à notre équipe. Pour enchaîner, je vais essayer de présenter le CV bien intense, enfin bien étoffé de Soline. Non, je te rassure, ça va. Non, mais en tout cas, Soline Nivet, on a quand même travaillé plusieurs fois avec elle, notamment sur une publication sur géographie sentimentale, un ouvrage de François Leclerc sur pas mal de ses projets, à la fois en architecture et puis en urbanisme. Et surtout, elle est enseignante à Paris-Malaquais depuis de nombreuses années, membre du laboratoire Architecture, Culture et Société. Elle enseigne aussi à Sciences Po, là où on lui doit de nombreux portraits d'architectes. Et je pense qu'elle est notamment identifiée, en tout cas comme experte en histoire contemporaine de l'architecture, assez proche de la métropole parisienne. On a en commun cette appétence pour la métropolisation. Et puis les récits du Grand Paris, avec des rencontres avec les écrivains du Grand Paris. Donc ça nous semblait un peu comme une évidence de l'inviter pour cette séance, et on te remercie d'avoir accepté cette invitation. Et je peux dire quand même que tu as travaillé avec François Leclerc à tes débuts. Voilà. Comme ça, là. Je pense que quand j'ai travaillé chez François Leclerc, on était 6. Je vois que l'entreprise a prospéré. J'ai bien fait de partir. Ça a permis de... Bon, du coup, j'en profite pour te présenter François aussi. Alors, j'ai pas fait un long CV non plus. Je pense que tout le monde aussi te connaît. Donc, tu es dessinateur, multi-compétences, multi-casquettes, scénariste, scénographe. Et donc, sur les questions, évidemment, sur les bandes dessinées, très connues pour les cités obscures, mais pas que. Revoir Paris, qui a fait l'objet d'une exposition à la Cité de l'Architecture en 2014-2015. Et puis aussi, ce qui était très intéressant, et peut-être que tu nous diras du coup comment toutes ces disciplines sont liées, tu as travaillé sur des films, à la fois sur la conception visuelle, mais les scénarios aussi, et de la scénographie, donc Train World, le musée du train à côté de Bruxelles, que tu nous présenteras, la station Arts et Métiers à Paris, des bâtiments pour l'exposition universelle, etc. Voilà, on a essayé de brosser un portrait assez large. Et pour l'organisation de la soirée de la discussion et de la soirée de ce soir,
On pensait peut-être passer d'abord la parole à Soline pour qu'elle nous présente un petit peu les différences entre comment image, imaginaire, fiction, narration peuvent à la fois avoir beaucoup en commun et en même temps être des choses assez distinctes. Je crois que ça faisait l'objet de ton dernier cours, donc peut-être que nous, on en comprendra un peu mieux aussi les tenants et les aboutissants. Et puis ensuite, François, que toi, tu puisses nous dire si tu te réfères à ces mêmes... Comment tu réagis à ce type de sujet et nous le présenter de façon comme un cas d'étude ou un cas concret à travers la réalisation et la conception de Train World. Et puis ensuite, qu'on puisse avoir un échange avec vous et autour d'un petit pot après les discussions. Avant peut-être de vous passer la parole, on s'était demandé avec Delphine, à tous les deux rapidement, qu'est-ce que vous aviez tiré des expériences plus ou moins longues justement de travail avec l'agence, à la fois sur le sujet des JO et sur le sujet des autoroutes. Est-ce que qu'est-ce que vous avez tiré de ces collaborations avec une agence comme la nôtre sur des sujets comme cela? Et aussi, est-ce que ça avait confirmé ou infirmé des choses de votre côté sur la place de l'image et du récit, de l'histoire dans les projets qu'on porte, à la fois sur des sujets urbains et sur des sujets plus architecturaux classiques. Voilà, juste à chaud, vos réactions là-dessus avant de passer la parole. Peut-être moi, le sujet sur lequel on a travaillé ensemble, en fait, c'est plutôt avant les JO, je dirais plutôt dans l'équipe Grand Paris en 2008, puisqu'on était dans la même équipe, dans le groupe Descartes. Et en fait, au moment de la première consultation Grand Paris, la question de la représentation, elle était vraiment très centrale dans les discussions, et c'était un peu la chose sur laquelle on achoppait, qui ne marchait pas, c'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'on avait beaucoup de mal à quitter la représentation en plan, et qu'une métropole, si on la regarde en plan, c'est trop grand, et que du coup on ne montre plus rien, et que la question du récit ou des récits, la manière de représenter cette idée qui était encore cette idée du Grand Paris qui était encore un peu naissante, qui n'était pas encore tombée comme ça dans le débat commun, elle était compliquée à montrer. Et effectivement, il y avait aussi peut-être des réflexes ou des outils d'architectes et d'urbanistes, et notamment le plan, la carte, dont on avait beaucoup de mal à se départir, mais qui ne fonctionnait pas à cette échelle-là pour parler de toutes les échelles de la métropole. Et je pense qu'on n'est pas les seuls, bien sûr, mais je pense que cette question-là, elle est devenue vraiment très importante à partir de cette consultation-là, et de toutes les questions sur la métropole parisienne, où on a bien vu qu'il fallait inventer d'autres manières de raconter et de montrer. Et je pense qu'on est encore en train de chercher, c'est un peu ce que je vais dire tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas faire un plan masse ou une carte pour parler de la métropole du Grand Paris, sauf à montrer le plan d'un super métro, mais qui reste un plan. Oui, c'est marrant parce que sur la métropole du Grand Paris, excusez-moi, j'ai perdu ma voix dans le Thalys. J'avais travaillé avec Christian Blanc et la question qu'il me posait, comment représenter la vision du Grand Paris? C'était vraiment quelque chose qui hante la plupart des décideurs. Quelle image? Et on voit bien qu'il y a une difficulté à donner de l'image, parce que il y a toute une réflexion qui doit être à l'arrière, pour arriver à concrétiser, pour qu'une image soit juste. Et là, il y a un vrai problème qui est passionnant, qui m'obsède. Pourquoi on est un peu en carence pour l'instant d'images visionnaires? Les films de science-fiction, d'ailleurs, le montrent. On a un peu une panne sur certains types d'imaginaire, sur un certain type. On radote un peu, on recycle énormément d'images. Ce sont des évolutions, il y aura toujours des hauts et des bas, comme ça, j'attends la vague qui va arriver, elle nous fera du bien, parce qu'on est un petit peu en panne d'utopie visuelle qui soit vraiment suffisamment forte et exaltante, et à la limite même de dystopie, enfin on a plus de dystopie que d'utopie. Et donc oui, moi j'ai trouvé passionnant le dialogue qu'on a eu, vraiment. Je suis un peu triste évidemment qu'on ne puisse pas le prolonger, et évidemment je suis obsédé aussi par pourquoi ça a merdé. Ça, j'aimerais bien comprendre, et j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'ils ont proposé, quels exactement étaient les arguments qui ont fait qu'ils ont remporté ce concours, pour qu'on en tire le maximum de leçons. Ça, c'est évidemment quelque chose qui me brûle un peu. Et puis, c'est vrai que je m'en veux aussi de ne pas avoir poussé plus sur l'aspect, évidemment, visionnaire, parce que c'est un peu
c'est un peu mon truc. Alors je me dis, merde, ça aurait dû être dedans, et s'y était pas. Donc, par certains côtés, je râle un peu, mais c'est toujours comme ça, et en même temps, c'est pas grave, hein, c'est pas dramatique. C'était plutôt pour ouvrir le débat sur... alors, c'est je sais plus finalement, je crois que c'est à Marseille, il me semble, hein, cette image. Et l'image d'après, en fait, l'intitulé dans le Oui Archi qu'on a fait avec Dominique Carré, c'était l'imagerie. Et évidemment, ça questionne en fait tout cet exercice qu'on demande, un peu incontournable aux architectes, et notamment dans les nombreux concours, et qui va... là, on aurait pu rajouter quand même un peu de greenwashing, on aurait pu rajouter un peu des arbres qui sortaient de partout, mais donc d'essayer à chaque fois de faire passer, il n'y a jamais l'image effectivement au mois de novembre, avec le temps qu'il fait au mois de novembre, etc. Et donc cet exercice un peu compliqué où ça doit toujours être la fête et devenir absolument fabuleux, et on se demande si c'est vraiment suffisant et s'il ne manque pas une vraie programmation à chaque fois dans les projets, et l'espèce d'injonction à l'innovation, et qu'on questionnait aussi un peu dans ces visuels. Donc moi j'ai juste préparé des images que je pense vous connaissez, pour parler de cette question de ce qui distingue imaginaire, image, fiction, narration. On peut passer. On peut dire que sur une ville, l'imaginaire, ça renvoie bien sûr à la notion d'image, mais autant au réel qu'à la fiction. C'est-à-dire que l'imaginaire, il projette sur le réel aussi avec des fictions qui sont collectivement partagées et qui sont réinjectées dans le regard qu'on porte sur le réel. Sur Paris, il y a plusieurs imaginaires, il n'y a pas un seul imaginaire. C'est pour ça que quand on dit quel est l'imaginaire au singulier de la métropole, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais là, j'en ai mis deux. Vous allez comprendre tout de suite. Il y a un imaginaire en haut qui serait l'imaginaire du Paris des faubourgs, des villages, etc., qui a été beaucoup utilisé, par exemple, par Chirac dans les années 80, qui a beaucoup construit son discours politique là-dessus, et qui est relayé par le cinéma depuis les années 30, sur cette identité des faubourgs, des villages et des quartiers, jusqu'à aujourd'hui, où je pense que vous êtes parisien, donc vous connaissez la manière dont peut être surinvesti l'esprit de South Pigalle, Barbès, Belleville, etc. Donc ça, c'est un imaginaire. Il y en a un autre qui est un imaginaire, on peut dire, hérité du 19e siècle, qui est un imaginaire plus technologique, qui est issu en même temps des romans de Jules Verne, des expositions universelles, qui a été repris dans la bande dessinée notamment, et qui est aussi à l'œuvre, je pense, dans la manière dont Paris, alors la candidature est abandonnée maintenant, mais avait commencé à esquisser sa candidature pour une expo universelle à Saclay. On peut passer. Donc un autre exemple, je vais rester un petit peu plus longtemps dessus, parce que celui-là, il nous parle parce qu'il a été réactivé il n'y a pas longtemps, c'est l'idée que Paris est une fête. Donc Paris est une fête, c'est la traduction d'un livre d'Hemingway qui a été publié alors qu'il était déjà mort. Donc lui, il n'a jamais su que son livre en français allait s'appeler Paris est une fête, qui sont des souvenirs fictionnés du moment qu'il a passé entre deux guerres à Paris. Ce livre, il n'a jamais cessé d'être réédité. C'est assez intéressant de regarder les couvertures. Donc à chaque fois qu'il y a une réédition, il y a une autre représentation de ce qu'est Paris au moment où le bouquin paraît et de ce qu'est Paris est une fête. On voit bien, parce qu'on le connaît, parce qu'on est parisien, l'imaginaire qui est associé à ça, qui est celui autant des artistes qui mangent de la vache enragée à Montmartre, mais qui en même temps font la fête tout le temps, celui des bals populaires, celui de cette ville festive. Donc on peut passer. Et vous vous souvenez tous de la manière dont cet imaginaire a été réactivé juste après les attentats à l'automne 2015. Ça a commencé, je crois, par une femme qui a été interviewée à chaud sur BFM et qui a dit il faut absolument qu'on relise Paris est une fête, etc. Et il y a eu tout de suite, mais ça vous vous en souvenez, il y a eu tout de suite une mobilisation autour de ce slogan. Alors on avait eu Je suis Charlie 6 mois avant, et Paris est une fête, c'est devenu quelque chose que tout le monde s'est approprié pour se réconforter sur le fait d'appartenir à Paris, d'être parisien. On aurait été relié en fait par cette phrase-là, et aussi presque
comme un slogan politique, puisque vous vous souvenez qu'il y a eu un moment après les attentats où, en fait, l'idée, qui était assez un peu naïve, hein, l'idée d'aller boire un verre, d'oser aller boire un verre en terrasse au mois de novembre 2015 était un acte de résistance face à la barbarie. Et que ça, c'était ce qui fondait notre ethos de Parisiens. Voilà, nous, on savait boire un verre en terrasse, et c'est ce qui faisait notre appartenance à Paris. Le livre a été, vous l'avez vu, ça, parce que vous l'avez vécu comme moi, il a été réédité, des dizaines de milliers d'exemplaires ont été vendus, et surtout, il a été posé dans les endroits de célébration, devant les cafés, etc. Donc, ce livre, il est venu incarner une forme d'imaginaire très très fort, juste après les attentats. On peut passer. Et juste après, il a été déposé comme marque par la Chambre de commerce de Paris, et c'est devenu un slogan presque politique, c'est-à-dire une marque de Paris, mais là, ville de Paris. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu pendant un an, Paris est une fête, était écrit partout, c'est un peu comme Fluctuate avec Mergiture, c'était devenu l'incarnation de l'imaginaire parisien. On peut passer. Et puis, Paris est une fête, c'est pas seulement ça, c'est-à-dire que c'est aussi, on voit bien que c'est un imaginaire qui est beaucoup mobilisé par les équipes municipales, notamment depuis le premier mandat de Lanoé et encore par Hidalgo, pour aussi construire sa politique urbaine. Il y a l'idée que la fête est un moyen à Paris de construire un propos sur la ville. Alors on le sait avec les Nuits Blanches, vous savez que les Nuits Blanches, c'est un très gros outil d'urbanisme pour faire découvrir, un peu moins maintenant, mais dans la première mandature de Lanoé, pour faire découvrir aux Parisiens des sites encore un peu déclassés et mal aimés. On installe, à l'occasion de la Nuit Blanche, des choses dans la Alpajole, des choses au 104 qui n'est pas encore le 104, etc. Et il y a l'idée qu'on va révéler des lieux par la fête. Et les voies sur berge, etc. Et les concerts devant la mairie, etc. Donc la fête, cet imaginaire de la fête et de la fête qui caractériserait Paris, est devenu aussi un outil pour un outil ou un des ingrédients du discours municipal sur la ville. On peut passer. Et puis c'est aussi des marques. Donc j'ai trouvé, j'ai pas cherché longtemps, mais j'ai trouvé un thé, donc qui s'appelle Paris est une fête. Donc Paris est une fête et savoureux, pétillant, romantique, élégant, à l'image de la capitale du glamour, léger, fruité, hein, et un parfum. Donc vous voyez la puissance en fait de cette formule, qui n'est pas qu'une formule, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un imaginaire derrière qu'on partage tous, plus ou moins, qui se raccroche à des fictions, à des films, au film de Woody Allen par exemple récemment sur Paris, etc., mais qui va venir aussi infuser la manière qu'on a de parler de Paris, une des manières qu'on a de parler de Paris, et de parler des projets. On peut passer. Et là j'ai pris une image, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres, mais là c'est la perspective de Léné Roussel pour réinventer la scène 2017. Et vous voyez bien que le dessin, il s'appuie sur cette idée-là. Alors, moi, je suis assez contente parce qu'il s'appuie aussi quand même pas mal sur le côté JO, aller olympique 2024. Mais vous voyez bien que si on regarde le dessin pour son ambiance, vous voyez bien qu'il est construit sur cet imaginaire-là. L'imaginaire, Paris est une fête. Avec la foule, les ballons. Là, j'avais pas le temps de chercher, mais le nombre de perspectives de rendus de concours où on voit des grandes roues, des feux d'artifice, des fêtes, etc. Vous avez dû en faire plein ici. Les autres images qu'on voit tout le temps, c'est celles des promoteurs, qui sont pareilles. Alors, celle-là, je la trouve particulièrement déprimante. Vous êtes dans la ligne 11, et la publicité, elle vous dit juste que bientôt, le bout de la ligne 11 sera plus loin, et que... on sera comme ça à Rosny-sous-Bois. Mais c'est pareil, il n'y a aucun hors-champ. Et en plus, le seul argument du promoteur, c'est qu'on sera au bout du métro. Et il y a l'idée quand même que cette métropole, elle n'est que liée au tuyau du métro et que sa valeur n'est que ça. On peut passer. Ça, vous les connaissez, donc on n'a pas le temps de le regarder, mais c'est intéressant de regarder. C'est les films qui ont été faits pour réinventer la métropole et pour Playel. Si vous regardez ces films, ils sont extrêmement virtuoses en termes de technique. Ils sont très longs, c'est des grosses productions. Et en même temps, il n'y a aucune narration parce que la caméra, elle survole, elle passe, elle glisse, elle rentre. Les personnages, c'est comme des hologrammes. C'est assez rigolo à regarder parce que
on voit que même les personnages qui sont placés là, ils se demandent ce qu'ils foutent là, parce qu'ils n'ont rien à faire. Donc ils tournent en rond, et tout le monde se demande dans ce film ce qu'il a à faire là. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas de hors-champ, c'est-à-dire on a Playel, mais il n'y a aucune accroche sur quelque chose qui existe déjà. Et ça donne des films sans scénario, sans narrateur, parce que la caméra elle fait tellement de mouvements partout que ça ne correspond à aucun point de vue, aucune dramaturgie, et au fond aucune épaisseur. Après on peut passer. Alors j'en montre une autre, celle-là franchement elle m'a toujours beaucoup impressionnée. C'est la perspective faite par Ferrier au moment où il a gagné le bâtiment qu'il vient de livrer à Village Nature à Marne-la-Vallée pour l'Aquamundo. Et celle-là, on peut la trouver un peu naïve, mais pour moi, celle-là, en termes d'imaginaire, elle est extrêmement riche. Elle est extrêmement riche, elle raconte plein de choses. Moi, je trouve qu'on a l'impression que, donc, déjà, l'Aquamundo n'est pas au centre. On a l'impression que c'est un monde, alors on ne sait pas si c'est un monde à venir ou un espèce de retour à un âge d'or idéalisé, mais au fond, ce sont les animaux qui ont repris le pouvoir. Elle se lit en fait un peu à l'inverse des images habituelles, hein, c'est-à-dire qu'elle se lit de droite à gauche, et vous voyez au loin le rocher du Zoo de Vincennes, la Tour Eiffel, etc. Et on a l'impression que c'est une espèce d'arche qui s'éloigne du vieux monde, comme ça. Et en fait, moi, je trouve que cette image, qui est une image pour gagner un concours, elle dit quelque chose d'un peu triste sur la métropole, mais elle dit quelque chose. Et il y a tout un imaginaire associé, on voit bien un imaginaire associé à cette question de l'anthropocène, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup des images puissantes comme celle-là, je trouve, sur la métropole. C'est une des premières que je Ouais. vois. Et alors là, je ne vous la montre pas dans une bonne définition, mais regardez-la, elle est vraiment très, 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 très réussie. Alors après, on peut passer. Donc la question qu'on se pose et qu'a posée Delphine tout à l'heure, c'est cette question de l'imagibilité. C'est-à-dire, si vous écrivez Grand Paris Google Images, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un plan, un schéma du transport. Et même le logo, je trouve qu'il pose vraiment pas mal de questions, puisque au fond, grosso modo, il y a le cœur rouge, un bout de bleu, des pointillés, mais au fond, il n'y a pas d'imagibilité de ce que serait la métropole. Alors on peut dire, c'est normal, parce qu'en fait, il n'y a pas encore d'imaginaire, où il n'y a pas encore les fictions qui ont fait, comme le livre d'Hemingway, qui ont infusé cet imaginaire. On passe. Alors, il y a quelques trucs épars, ça vous le connaissez, j'imagine. Vous le connaissez, ce clip? Le clip Grand Paris de Médine. Ah ouais, celui-là, il est vraiment bien. Alors déjà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils le chantent, ils ont des t-shirts Grand Paris. Donc, comme j'avais trouvé les t-shirts Barbès et en fait, les paroles sont extrêmement bien faites et les paroles disent très intelligemment ce que c'est qu'une métropole et une ville-monde. Grosso modo, la banlieue influence Paname, Paname influence le monde, la banlieue influence Paname, etc. Donc, l'idée qu'il y a du local et il y a du global et que c'est toujours un mouvement d'aller-retour. Et c'est très bien fait dans la chanson parce que ça revient comme une boucle. Et le clip, c'est une espèce de mosaïque de lieux, de certains qu'on connaît, nous, parce qu'ils nous intéressent pour leur architecture, notamment Abraxas, ou de situations, et notamment, il y a plein d'images sur les réseaux, sur les voies rapides, etc. Donc, quand on cherche des endroits où cette idée de métropole de Grand Paris elle est représentée, ça pourrait être un des lieux dans ce clip, vous regarderez, où il y a une esquisse de quelque chose. On passe. Alors, en termes de fiction, on passe. On pourrait se dire, juste, si on devait se donner une définition de la fiction, qu'est-ce que c'est une fiction ? C'est une feintise pour rire, ludique, partagée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas une tromperie de quelqu'un qui raconterait quelque chose, sachant que c'est une fiction, à un interlocuteur qui le prendrait pour vrai. La fiction, c'est l'idée qu'on sait, de part et d'autre, entre celui qui l'a dit et celui qui l'écoute, que c'est faux ou que c'est inventé. Est-ce qu'on a une fiction théorique sur la métropole parisienne? Non. New York a la sienne. Il n'y a pas de fiction théorique qui a été écrite ou racontée sur Paris. Alors peut-être que Paris attend sa grande fiction théorique. Après, on passe. Est-ce qu'il y a des fictions ludiques? Oui.
Il y en a une là, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu qui va sortir qui s'appelle The Architect, qui est publié par Enodo Game. Vous le connaissez ce jeu? Où on peut jouer à extrapoler Paris. Alors ça reste beaucoup sur Paris Centre, parce que c'est un jeu où en fait c'est à l'îlot, même à l'échelle de la parcelle, qu'on peut travailler et inventer des trucs un peu marrants. Le jeu vidéo, c'est une forme de fiction. Est-ce qu'il y a des fictions littéraires? Alors un petit peu, ça commence, et j'avais fait un dossier d'ANDA sur cette question-là, sur le Grand Paris des écrivains. Il y avait plusieurs écrivains, notamment Serge Lehmann, qui est un auteur de science-fiction et qui est le scénariste du Masqué, de la BD du milieu, qui m'a dit, mais en fait, moi, l'expo du Grand Paris, donc en 2008, l'expo des projets Grand Paris, j'étais allée et j'avais trouvé ça génial, parce que je me disais, ça y est, Paris est à l'échelle d'un super-héros. Et je vais pouvoir enfin inventer des scénarios de BD, parce que l'échelle s'y prête. Donc vous pouvez lire cette série qui s'appelle Le Masqué. Et puis il y a un roman que vous avez peut-être lu pour certains d'entre vous, qui est celui sur le Grand Paris d'Aurélien Béranger, qui fictionne l'arrivée du métro. C'est-à-dire il invente un personnage qui a des raisons et un parcours qui fait qu'il va se retrouver à travailler sur le projet du Grand Paris Express. Mais quand on cherche, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Parce que là, je vous donne celle que j'ai trouvée, il n'y a pas pléthore de fiction sur la question métropolitaine. Cinéma, il y en a quelques-unes, j'en ai mis quelques-unes, mais c'est de la même manière, on a du mal à sortir de ce qu'on appelle le cinéma de banlieue. C'est-à-dire des films où la fiction montre des trajectoires, qu'elles soient journalières ou plus de personnages qui balayeraient le territoire métropolitain dans la même journée, etc. Il y en a très peu. Donc on reste beaucoup dans des fictions de banlieue, c'est-à-dire la scène, voilà, l'action se passe à un endroit et on n'en sort pas. Et il n'y a pas trop d'emboîtement d'échelle, à part, je ne sais pas si vous avez regardé Les Mercuriales, si vous connaissez ce film. Ça, c'est vraiment un film qui prend cette question-là. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui se rencontrent au sommet des tours de Bagnolet. Puis après, elles ont tout un tas d'aventures dans la métropole. Fiction série, alors moi je suis pas très branchée série, mais j'en connais pas. Je pense que Paris n'a pas encore son The Wire, le Grand Paris n'a pas encore son The Wire qui ferait une espèce de portrait comme ça, mosaïque de ce qu'est la métropole. On peut avancer. Voilà. Et juste pour terminer, la question de la narration. Parce qu'on pourrait se dire, bon, la fiction, c'est bien gentil, ça nourrit les imaginaires, mais c'est quand même pas trop notre job à nous, quoi. Enfin, nous, les architectes, on va pas inventer des grandes fictions. À part celui qui va construire la grande fiction théorique. Mais par contre, la narration, c'est un peu plus notre boulot. La narration, on pourrait se donner comme définition, qu'est-ce que c'est faire une narration? C'est découper du temps pour le raconter, que ce soit du temps passé ou du temps à venir. Et on est encore beaucoup dans quelque chose qui n'est pas de la narration, puisqu'en fait, on est plutôt dans une culture de la planification, où on ne montre pas du temps, parce qu'on montre un état idéal qui, évidemment, ne sera jamais atteint ou jamais comme ça, à horizon 20, 10, 30 ans, sans passer par le récit qui découpe le temps, qui répartit les points de vue, qui construit la mosaïque d'imaginaires qui peuvent nourrir, en fait, ce projet. Donc, moi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup évolué depuis la présentation des projets, un peu comme présenter les projets des Halles à la fin des années 60, chacun devant son grand gâteau, avec une grande promesse pendant très longtemps, et en même temps, pas la mise en narration qui permettrait d'embarquer en fait dans le projet des gens très différents, qui pourraient s'accrocher à un récit et venir le nourrir à mesure. Et pour passer la parole à mon co-invité, je trouve que dans la bande dessinée, il y a quand même des pistes, puisque s'il y a un art où la question du découpage du temps de la narration se pose, c'est bien la bande dessinée. Alors, classiquement, le temps est coupé de case en case et on invente, et évidemment, les inventions de bande dessinée les plus stimulantes, c'est celles qui prennent cette question-là en main, cette question de la narration, et qui se posent, qui s'amusent avec les codes de la bande dessinée, pour raconter justement ces temporalités différentes, ces points de vue différents, etc. Je vous en ai mis quelques-unes que j'aime bien. Celle-là, c'est Ici, donc c'est un roman graphique de McGuire, je pense que certains d'entre vous le connaissent. Hein, donc on est tout le temps dans la même pièce,
Et on est toujours au même endroit, et dans chaque image, on voit plusieurs moments très différents de cet endroit-là. Donc dans une image, on est toujours dans le même salon, mais on voit quelque chose qui s'est passé en 1910, quelque chose qui s'est passé... et ça joue comme ça, avec des différentes périodes. On peut passer. Vous avez ça, Building Stories de Chris Ware, où là, l'idée est de montrer à partir d'un lieu la multiplicité des récits qui peuvent s'y déployer en même temps, que ce soit à toute petite échelle, micro, sur un détail, ou à l'échelle d'une ville. Alors c'est quelque chose, par exemple, Martin Etienne, qui est dessinateur et qui avait fait les dessins pour TVK au moment de la place de la République, il avait inscrit en fait les dessins un peu dans ce registre-là. Et notamment dans ce plan qui est comme un tapis, on voit qu'en fait il fait un peu comme dans Building Stories, c'est-à-dire qu'il raconte des moments différents du lieu, des temporalités différentes, et il joue même avec des coupes, des perspectives, etc., mais dans le même dessin. Ce qui permet de ne pas figer le récit sur un moment idéal, lointain, joli, etc., mais plutôt ouvrir à une multiplicité de points de vue. Et puis, je crois qu'il y en a encore une. Et puis une que j'adore, vous connaissez, Imbattable. Donc Imbattable, c'est une bande dessinée de Jousselin, où là, il joue vraiment avec cette question du temps, puisque en fait, il joue tout le temps à transgresser le temps de la narration, qui serait linéaire en suivant les cases, en organisant des passages d'une case à l'autre, ce qui fait qu'on ne sait plus si on avance dans le temps, si on recule, si quelque chose qui a eu lieu dans 20 cases, en fait, agit déjà sur ce qui va se passer dans 2 cases. Et ça, c'est vraiment des questions qu'on se pose, je trouve, pour le projet, et pour la manière de raconter les différentes temporalités qui sont en même temps dans un projet, et notamment dans un projet urbain. Et puis, c'est peut-être tout. Une autre, alors ça, c'est Marc-Antoine Mathieu. Lui, il y va encore plus loin, puisqu'il s'amuse même à découper une case dans la bande dessinée, qui fait que par la fenêtre ouverte, on va voir ce qui se passe déjà 30 pages après. Donc il y a le jeu même qui, en trouant la page, c'est comme s'il trouait le temps, et il permet de voir beaucoup plus loin, ou au contraire d'avancer moins vite dans le temps. Voilà. Donc je pense que sur la question de la narration, on peut être plus inventif que nos grands dessins pour la SGP. Merci beaucoup, Soline. Je ne sais pas, François, est-ce que tu veux réagir Oui, super, d'accord. Alors... Oui, donc j'aurais bien, ça aurait été intéressant de continuer sur la bande dessinée, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le dessin. Mais là, je vais partir sur un autre sujet. J'ai proposé de parler de cette expérience du Train World, parce que le récit a été fondamental. Le récit, les mots et les images. Et donc, je trouvais ça intéressant de l'évoquer. Et donc, bon, petit résumé quand même de ce contexte. C'est un projet qui a duré 10 années, qui était passionnant, mais certainement pas très rentable. Mais ce qui était passionnant, c'était qu'au départ, c'était pas très clair la volonté de celui qui désirait ce musée, c'est-à-dire la SNCB, donc la SNCF belge. Et donc, ils avaient la volonté d'avoir un lieu qui raconte leur histoire, mais ils ne savaient pas très bien quoi. Et surtout, ils avaient peur d'un mot, c'est du mot musée. C'était un paradoxe, mais ça les terrorisait. Pour eux, musée, c'était signe de poussière, signe de quelque chose qui allait coûter de l'argent. Et donc, ça les tétanisait. Ils étaient un petit peu dans l'obligation de le faire, parce qu'en fait, la Belgique est née en même temps que le chemin de fer. Donc, elle a un lien très organique avec cette histoire, et elle s'est développée. Elle a profité presque du développement du chemin de fer, et ça a été une des grandes puissances mondiales. On l'oublie, parce que c'est un petit pays qui ne compte plus beaucoup aujourd'hui, mais grâce aussi au chemin de fer. Et donc, c'était passionnant de raconter ça, et ce n'était pas seulement parler du ferroviaire, c'était parler de l'histoire de l'Europe, de notre histoire. Donc, c'est comme ça que je l'ai proposé, et j'ai proposé surtout de casser le nom, parce que j'ai proposé d'appeler ça un opéra ferroviaire. Et quand j'ai émis cette hypothèse, j'ai senti que les choses changeaient, parce qu'il fallait vraiment briser un tabou. Et curieusement, donc, c'est les mots qui ont aidé à ça, les mots et les images d'ailleurs.
Donc alors j'ai eu la chance d'avoir une vieille gare à ma disposition, une des rares gares qui n'a pas été démolie à Bruxelles, c'est la gare de Schaerbeek qui est dans le nord de Bruxelles. Ils m'ont donné ça, en gros. De toute façon, elle allait être, on allait lui enlever son rôle d'entrée de gare. C'est toujours une gare, mais il n'est plus nécessaire d'y avoir des guichets. Et donc, très vite, je me suis attaqué à raconter une histoire. On va passer très vite, hein, parce que... oui, je vais le faire, parce qu'il y a beaucoup d'images et je pourrais passer des heures, ce qui n'est pas le but. Donc, je vais surtout essayer de me resserrer sur le lien de ce soir. Ah non, oui, voilà. Donc, mon obsession, ça a été comment je vais raconter ça. Le lieu est assez compliqué, puisqu'il y a cette gare qui allait être l'entrée, l'ouverture, avec ce sommet-là, cette espèce de clocheton que je voudrais qu'il devienne comme un phare quand il y a des événements et des choses comme ça. Et donc, aussi comme une locomotive dans la nuit. Donc, j'ai essayé de m'approprier dans un premier temps cette gare, qui est une gare qui a la chance d'être totalement intacte, elle est dans son jus, avec ses guichets, etc., et de la transformer pour qu'elle soit déjà un petit peu une entrée dans l'opéra. C'est-à-dire que l'idée était que les machines, il fallait les transformer en des divas par la lumière, par le son, par la musique, par les projections, par les gobos, par les films, pour redonner la vie. Et donc, l'avantage d'avoir, ça va peut-être un peu vous énerver, l'avantage d'avoir eu un bâtiment très ancien, c'était que je n'étais pas obligé d'avoir un grand architecte. Le signe était déjà là, et ça allait m'éviter d'avoir un autre signe qui allait coûter beaucoup d'argent, parce que vous savez qu'on dépense toujours beaucoup d'argent pour l'architecture, et que souvent, quand on appelle le scénographe, il n'y a plus grand-chose qui reste. C'est très difficile d'occuper les espaces qui ont été prévus par l'architecte, qui ne s'est pas toujours soucié de comment on allait l'occuper, mais surtout le scénario scénographique généralement arrive après. Et ici, je leur ai dit, on va construire le bâtiment, qui était un bâtiment industriel, là, un bâtiment industriel très très simple, que j'ai voulu le plus simple possible. J'ai dit, on va mettre l'argent dedans, tout dedans, et presque rien à l'extérieur, parce qu'on avait la gare, qui était vraiment l'entrée, qui était la porte, je dirais. Alors le scénario, il s'est bâti par des dessins, et je voulais qu'il y ait toujours plusieurs dimensions. C'est-à-dire que par exemple ici, on entre et on a un immense tulle qui représente la Belgique, et on voit simultanément se projeter le réseau qui va se développer à travers le pays, en même temps que les dates se défilent. Et en même temps, on voit les locomotives derrière qui coïncident avec le développement de chacune de ces époques. Donc c'était un dispositif absolument impossible à imaginer autrement que par la scénographie. Donc on ne peut pas en faire des photos. C'est un musée infotographiable. Je suis très content d'ailleurs. Infilmable, parce qu'il y a des black box, et donc la lumière est très focalisée. J'ai été chercher un éclairagiste canadien qui était en même temps un éclairagiste de musée et en même temps un éclairagiste d'événements, de spectacles. Et donc il avait cette double casquette de pouvoir donner de l'émotion et en même temps de créer de la pérennité. Donc on a essayé de casser un certain nombre de réflexes sur ce projet. Et par exemple, je leur ai demandé aussi de récupérer toutes les horloges qui traînaient dans leur dépôt, parce que j'ai eu la chance d'avoir accès à leur dépôt. Ça, c'était vraiment une grande chance. Donc j'ai pris tout ce qui traînait et j'ai essayé comme ça de construire à partir de l'émotion qu'il pouvait y avoir à partir de leurs objets. Et là, évidemment, le temps est un élément très très important. Par exemple, le directeur de la SNCB ne savait pas que c'est le ferroviaire qui unifie le temps. C'est assez curieux, mais avant le ferroviaire, il y a des petites différences. Il y a des différences de quelques minutes entre Marseille et Lille. Mais quand arrive le train, on ne peut plus avoir absolument aucune différence. Donc le train et le temps est un élément absolument passionnant. Et c'est une histoire à raconter en même temps, parce que le ferroviaire arrive au moment aussi où la photographie décompose le mouvement. C'est pour ça qu'il y a des projections de Muybridge sur toutes les horloges aussi. Je travaille avec beaucoup de projections pour montrer comment cette époque était vraiment un moment pivot, un moment de basculement. Évidemment, j'utilise le matériel existant. Ce qui m'amuse, c'est de jouer avec l'émotion que peut avoir une horloge,
mais par le fait de la multiplier comme à l'infini, parce qu'il y en a environ une cinquantaine, ou presque 80, je crois, d'horloges comme ça, le public est pris dans une espèce de vertige. Ce que j'ai fait aussi sur le projet du grenier ferroviaire, j'avais tellement d'objets bizarres, j'ai dit on va tout mettre et on va essayer de créer comme une espèce de vitrine, comme si un enfant était devant une vitrine de Noël, c'est-à-dire un ensemble très très hétéroclite qui montre le monde ferroviaire, qui se croise avec tous ces objets parfois les plus bizarres, les plaques, il y avait des plaques jusqu'à 15 mètres de haut, enfin, elles sont jusqu'à 15 mètres de haut, et tout ça éliminé par des changements de lumière, tout est en vie en fait, tout est mis en mouvement, parce que je trouvais que le pire des choses, c'était un lieu fixe, un lieu qui s'arrêterait. Il fallait qu'on ait le sentiment que jamais rien n'est figé, que jamais rien n'est, qu'à la limite on ne voit qu'une toute petite partie de ce musée. Et puis évidemment, je suis tombé complètement en fascination sur une machine, qui est une machine incroyable, des années 1935, enfin elle a été conçue en 1935, mais elle a été mise en circulation en 1939, qui est le résultat d'un dessin d'un designer français et d'un ingénieur belge. C'est vraiment une collaboration franco-belge. Et cette machine est tout à fait extraordinaire. C'est vrai que j'étais tellement emballé que j'ai presque fait le musée autour de cette machine, profitant de la différence de niveau pour la rendre encore plus spectaculaire. Il faut dire qu'on est vraiment au sommet d'un art, de comment rendre la machine la plus aérodynamique, et le design de cette machine, qui a l'air d'être autant du passé que du futur, est un peu une icône. Il y en a quelques-unes comme ça dans le monde qui sont parmi les plus belles. C'est un peu le sommet de la vapeur aussi, puisqu'elle a eu le ruban bleu, la machine la plus rapide à 165 km/h en 1939. Et les roues font 2,10 m, donc c'est vraiment un objet totalement extraordinaire. Et donc je l'ai fait cohabiter avec la première électrique à gauche et la première diesel à droite. En fait, il y a une cohabitation que les gens oublient souvent, très rapide entre différentes technologies. Donc voilà, j'ai commencé à raconter tout ça par des images, et puis je suis surtout allé sur les lieux mêmes, sur les dépôts, et c'était incroyable parce qu'ils m'ont donné comme ils n'avaient jamais fait de musée, quelle chance, ils n'avaient aucun réflexe, ils n'avaient aucune idée préconçue. Donc je suis allé chercher un tas de trucs, un tas de broles qui me passionnaient, qui voulaient foutre à la ferraille. D'ailleurs, il en reste, je suis toujours embêté, il y en a une, celle-là, j'aimerais bien la caser quelque part, parce qu'elle rouille, là, elle pourrit, et si on ne trouve pas, eh ben, ils vont la ferrailler. Et puis, au milieu de tout ça, j'ai trouvé cette type 12. Et chose incroyable, ils m'ont dit, ben, choisis ce que tu veux là-dedans. Bon, évidemment, après, ils m'ont mis quand même les historiens, et à juste titre d'ailleurs, parce que ça aurait été quand même un peu fou. Mais le récit était manifestement, pour eux, bien plus important que l'histoire, ce que j'ai trouvé exagéré. Mais fait là, c'était vraiment un réflexe de peur de tout ce qu'ils ont vu sur les musées traditionnels, qui sont des mécanismes parfois qui étouffent un imaginaire, qui étouffent un récit, et qui, en fait, enclavent les objets dans des cases et dans des concepts souvent très théoriques. Là, je leur ai proposé de partir de ce que je voyais et de refaire le récit à partir des objets. Bon, évidemment, la machine, il fallait pas être vraiment très, très malin pour comprendre qu'elle avait une capacité d'attractivité absolument phénoménale. C'était un objet vraiment superbe. Vous voyez, il mettait des bâches plastiques parce qu'il pleuvait dans ces dépôts. Et d'ailleurs, je trouve que l'émotion qu'il y avait d'entrer dans ce dépôt, noir, sombre, et où il pleuvait, avec des bruits inquiétants, et je trouvais que c'était la plus belle scénographie qu'il puisse avoir. J'arriverai jamais à la hauteur. Donc j'ai essayé de retrouver ça, mais évidemment avec un peu plus, je sais pas quoi d'ailleurs. Et puis bon, très vite, je me suis mis à raconter des histoires, parce que l'histoire de cette machine, et c'est en cela que je peux pas dissocier, moi, l'architecture du récit. Je peux pas séparer le fameux Notès, l'ingénieur qui a conçu cette machine, la façon dont il la dessine, et puis
les techniciens qui découvrent qu'elle est absolument beaucoup plus rapide qu'ils ne pensaient, à la limite, leur fascination, parce que ça les trouble de voir qu'on peut atteindre cette vitesse. C'était vraiment un sommet dans son genre. Ça me passionne. Du coup, comment dire, l'histoire de cette scénographie, de cette conception de musée, ça a été vraiment une aventure physique, parce que j'ai été dans beaucoup de machines à vapeur. Bon, celle-ci, le drame qui lui est arrivé, c'est qu'il y en a eu 6 qui ont été produites. Et hélas, ils en ont ferraillé 5 dans les années 60, comme la plupart des machines à vapeur. Et il en restait une dernière. C'était la 12004. Et cette machine, et c'est là où c'est passionnant aussi, cette machine a été sauvée par les cheminots. C'est-à-dire qu'ils ont refusé de voir partir ce qui était pour eux un objet tellement proche, auquel ils étaient liés tellement organiquement, qu'ils ont décidé d'aller contre l'avis de leur supérieur et de la sauver, ce qui aurait pu leur causer beaucoup de problèmes. Voilà, et donc quand on entre là-dedans, on entre tout de suite dans qu'est-ce que c'était que travailler les locomotives, qu'est-ce que c'était de fonctionner, de vivre dans ces machines, parce qu'ils passaient énormément de temps. Ils étaient 2, hein, un machiniste et un mécanicien, un mécano. Et puis ils mangeaient dans leur machine, ils faisaient leurs œufs sur la pelle du feu. Et donc ça a été une énorme émotion de la voir tout doucement revivre, cette dernière type 12. Ça a été une émotion aussi de la voir rentrer, arriver dans ce qu'allait être son écrin. Et elle a été poussée comme ça. Maintenant, il y a environ 6 ans, je crois, qu'elle a été poussée lentement dans ce bâtiment. Alors là, évidemment, le plaisir, c'est pour un raconteur d'histoire, c'est comment, à partir d'une fiction, justement, ça devient réel. Comment les choses se concrétisent, comment le réel revient constamment, et le dialogue avec le réel, qui est une de mes obsessions. J'ai très peur du fantasme, et je ne suis pas très steampunk, alors que beaucoup croient que je suis très lié, mais j'aime la façon dont l'imaginaire s'introduit dans le réel, et inversement. Il faut une espèce d'équation impossible pour qu'il se passe quelque chose. Pour vous donner un exemple sur ce musée, il y avait cette maison-là. Vous voyez, cette maison était là, au milieu des champs. Et ils m'ont dit, on va construire le musée là, et t'inquiète pas, la maison, on l'a démolie. Et alors je dis, mais pourquoi vous la démolissez? Ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune importance. Et puis évidemment, je me suis renseigné. Cette maison, elle était la maison du garde-barrière. Et je dis, on ne va pas démolir ça, on va construire le musée autour. Évidemment, ça les a un peu effrayés. Et du coup, ce qui était pour eux comme un problème, à la fin, c'était leur fierté. Parce que c'était le cœur vibrant de ce musée. Et c'est là où on pouvait parler du travail des cheminots, etc. Et donc, en fait, ceci pour vous dire, oui, Jim est tout de suite intervenu dans l'histoire parce qu'il faisait les visites de chantier en même temps. Et puis donc le dessin est venu très rapidement. J'avais besoin de dessiner les machines pour me les approprier et pour savoir comment les mettre en scène. Donc c'était vraiment l'outil qui m'aidait à comprendre le projet, mais pas d'une façon théorique, pas d'une façon historique, mais d'une façon très intuitive et très sensorielle. Alors j'ai dessiné cette machine à peu près dans tous ses états. Je l'ai mis aux États-Unis, où elle n'est jamais allée, bien sûr. Je me suis complètement foutu de toutes les règles. D'ailleurs, les spécialistes ferroviaires sont parfois un peu effrayés de ce que j'ai osé faire. Mais c'était échapper à ce qui généralement conduit les musées ferroviaires à l'ennui, parce qu'il est fait pour des spécialistes. Et j'ai été les voir tous à peu près. Ils ont tous les mêmes maladies, c'est-à-dire que d'abord les rails sont les unes à côté des autres, donc automatiquement on a une configuration qui est extrêmement ennuyeuse parce qu'elle ne préserve pas de surprise. Et puis secondo, beaucoup en lumière naturelle, ce qui empêche de travailler la lumière. Et donc j'ai dit on va faire exactement le contraire de tout ce que les musées font. Donc ça ne leur a pas fait peur, parce que justement ils n'avaient aucune habitude. Et donc, voilà, le dessin était là pour m'aider à comprendre les métiers, tous les métiers du rail, en allant à leur rencontre.
Et puis après, je suis passé à la fiction, parce que je me suis dit, je ne peux pas faire autrement que raconter une histoire. J'arriverai pas à comprendre ça si ça passe pas aussi par le récit. Et j'ai quelque part, je suis parti de ces chauffeurs, de ces passionnés, de ces anciens cheminots, ou des cheminots d'ailleurs qui travaillaient à l'époque, et qui l'ont sauvé. Je suis parti de ça pour bâtir mon histoire. Et voilà, donc c'est pour vous dire la nécessité de l'histoire, le plaisir de l'histoire. Évidemment, moi, c'est mon job, je ne sais pas faire autrement que de me raconter des histoires, mais ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, la question du musée s'est posée. Et à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce que c'est nécessaire de faire un musée ? Ça coûte de l'argent, et les trains sont en retard, les gares sont sales, il y a parfois des accidents, enfin bon, toutes les bonnes raisons pour ne pas faire ce musée. Et alors, au moment où le livre est sorti, on a fait une chose assez curieuse, c'est qu'on a proposé à tous les journalistes, il y avait une centaine de journalistes français, allemands, néerlandais, suisses, qui étaient venus à Bruxelles, et on a fait ça à l'endroit où était entreposée cette fameuse Type 12, et on a fait sortir la machine, qui a été poussée par une locomotive diesel, derrière un rideau, la machine est apparue, et le directeur de la SNCB a vu tous les journalistes absolument ébahis, fascinés par la machine. Et là, alors que tout le monde lui avait surtout dit « ne dites rien sur le musée parce que rien n'est décidé », en voyant l'enthousiasme, il a dit « on va faire un musée ». Et c'était quand même une parabole intéressante sur la force de la fiction. C'est la fiction, quelque part, bon, le musée se serait peut-être faire, mais sans doute plus tard. En tout cas, ce qui a accéléré le phénomène, c'était le récit. Et ça, j'ai trouvé ça formidable parce que je me disais qu'il n'y avait pas de hasard, que la passion, et la passion que j'avais à force de les voir, pour ces machines et pour ce monde et pour ces hommes et ces femmes, et ben à un moment donné, on voyait bien, j'arrivais à avoir des complicités. Et alors, il y a une chose aussi très intéressante, c'est ce moment où je leur ai dit qu'il fallait qu'on mette un wagon de la déportation. Et là, ils étaient absolument effrayés de cette idée d'aller mettre un wagon de la déportation. Et en plus, j'ai proposé de montrer un film où on voit les déportés entrer. Et en plus, on voit, et quand on ferme les portes, on voyait le logo de la SNCB. Vous imaginez la charge que ça représente de mettre ça dans un musée qui doit être un éloge du chemin de fer belge. Et donc, à force de les convaincre, j'ai réussi à les convaincre en leur disant, vous savez, si on arrive à montrer ça, et c'est pour ça que je parle beaucoup de la dystopie aussi aujourd'hui dans les récits, si on est capable de montrer les trains qui ont aussi été sous l'occupation, qui ont servi à la déportation, et alors on sera crédible pour parler encore plus de tout ce que le train a fait de bien. On aura comme ça un équilibre qui va crédibiliser notre histoire. On aura là au cœur de cet objet, qu'est le musée, on aura quelque chose qui évidemment est très très dur, c'est très très dur. On a mis une musique, en plus des chants d'enfants, etc. Le wagon a été laissé dans l'état, c'est le seul qui est resté dans son état. Tous les restes ont été restaurés, là on l'a laissé dans l'état. Et c'était quand même pas facile d'arriver à disposer ça, mais ça a changé complètement l'esprit du projet. C'était pas un musée, c'était une expérience. Par exemple, sur la fameuse maison du garde-barrière, je voulais projeter les visages des hommes et des femmes qui ont travaillé pour le chemin de fer depuis si longtemps, depuis 1835, avec des visages très anciens, des visages modernes, et puis bien sûr reconstituer l'intérieur. Et j'ai pris les années 58 parce que c'est une période charnière où le ferroviaire se développe très fort, où il y a des gares importantes qui se créent, surtout à Bruxelles. Et alors les trains sociaux, comment les trains servent à faire venir les travailleurs. Et puis évidemment les trains des vacances, avec des idées un petit peu farfelues qui tétanisaient aussi les spécialistes de comment les tissus anciens doivent être préservés, puisque je voulais qu'en fait on exprime que le train c'est déjà une entrée un pas vers les vacances. Et donc, je voulais que chaque cabine soit
soit un petit monde. En fait, j'ai beaucoup pensé le train pour les enfants. Parce que je trouve que les enfants est un public particulièrement difficile. Et quand mes images ne plaisent pas aux enfants, je pense que les images ne sont pas bonnes. Il faut les choper. Parce que si on chope les enfants, on chope les parents, on chope tout le monde. De toute façon, on n'a pas plus d'imagination qu'eux. Hein, alors l'idée était de travailler avec qu'est-ce qui favorise l'imagination des enfants. Et donc, c'est plus du tout un train... C'est pas du tout un musée seulement du train. Ça, les gens me le disent souvent, que ça leur raconte plein d'autres histoires. Bon, évidemment, ce qui est formidable avec le train, c'est qu'on parle, par exemple, de la poste. Mais du coup, on parle de comment certains wagons servaient à transporter, à faire des premiers tris pendant la nuit. Mais aussi, on parle de comment les lignes ferroviaires, ce sont les lignes sur lesquelles on installe les fibres optiques, etc. Donc on est toujours dans le passé et on est toujours aussi dans l'avenir. Et c'est ça qui était intéressant, c'était de parler, évidemment, du TE, et du futur TGV. Vous allez voir, on l'a bien sûr pris en compte. Et puis, j'ai projeté aussi des choses sur le sol. Bon, je vous dis, normalement, les gens restent 3 heures dans ce musée, et moi, j'y ai passé 10 ans, donc c'est un raccourci très, 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 très rapide. Mais juste pour essayer de saisir comment le réel et l'imaginaire et la fiction s'interpénètrent, et comment ça peut être rentable. Alors, un jour, je leur ai dit, je voudrais un pont. Et là, ils m'ont ri au nez en me disant, mais enfin, mais pour qui tu te prends? C'est très compliqué d'amener un pont, et donc, mais je dis, mais il y en a plein que vous démolissez, si on pourrait au moins en conserver un. Oui, mais c'est très compliqué, patati. Puis un jour, le pont est arrivé. Ça, c'est la force du chemin de fer. On ne comprend pas tout, mais c'est très long, et ça arrive en retard, mais ça arrive. Et puis bon, voilà, donc on a essayé de travailler sur tout ce qui, là aussi, bien sûr, la bande dessinée, Tintin, Dieu sait si... Et alors les enfants, et ça c'était la pire scénographie que j'ai faite, parce que je ne me suis pas tout de suite rendu compte de la catastrophe, c'était de prendre une des vieilles locomotives, la fameuse d'ailleurs, que vous avez vue abandonnée, et je leur ai proposé d'en faire de la mettre dans le sable, et puis de permettre aux enfants de jouer dessus. Évidemment, là, les pompiers, tout ça, c'était l'alerte rouge. On m'a dit que j'aurais des morts sur la conscience. Enfin, bon, on a trouvé une solution, mais mon équipe m'en a beaucoup voulu parce que c'était la pire des choses. Je me rappelle, à un moment donné, il fallait faire des coupes budgétaires. Et j'avais fait cette scénographie en me disant, ça, c'est typiquement un dessin qui passera jamais. Ça sert à rien, c'est complètement fou, c'est une élucubration. Et le directeur de la SNCB a dit, écoutez, vous pouvez couper toutes les scénographies sauf celle-là. Et donc parfois on se dit, c'est curieux, plus on est fou, et curieusement parfois c'est ce moment de folie-là qui est conservé. Et ça c'est quand même une leçon très 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 troublante. On n'est jamais assez fou. Parce que moi je me dis ça, c'est vraiment pour rire, quoi. Et alors oui, alors bien sûr, cette fameuse maison du garde-barrière, le plaisir c'était que comme je voulais qu'on repasse à travers l'ensemble des scénographies, qui sont certaines en black box, certaines en lumière naturelle, comme les actes d'un opéra, avec des changements de lumière très différents pour justement créer des surprises. Je voulais évidemment qu'on repasse en hauteur, qu'on redécouvre l'ensemble des scénographies. Les architectes qui ont travaillé avec moi, le groupe SUM à Bruxelles, a été assez formidable parce qu'ils ont vraiment pris le scénario scénographique, mais vraiment avec une précision magnifique, et ils ont fait en sorte que ça fonctionne avec toutes les contraintes financière, technique et de sécurité. Je ne les remercierai jamais assez. Et donc, à un moment donné, bien sûr, on entre dans cette toiture. Donc, cette maison, elle sert doublement. Et là, on a construit un gigantesque petit train électrique qui, au départ, devait déborder. Mais là, je me suis un peu calmé quand même. Bon, alors, il y avait bien sûr, il y a des tas de scénographies comme ça, des simulateurs de conduite, mais ça, c'est beaucoup plus classique et ça appartient à peu près à tous les musées du train. Et puis, alors... Bien sûr, l'avenir, le futur, et là j'aurais proposé d'aller chercher des nez de train. En Europe, on n'est pas les meilleurs. Les Japonais ont des nez magnifiques, c'est sans doute les plus beaux nez de train. Et bon, vous avez la chance, vous avez Alstom, que Siemens, c'est pas terrible, Bombardier non plus, mais Alstom, ils ont de très très bons designers, surtout ce magnifique AVG, qui est un train magnifique et que je voulais faire sortir du mur, comme ça. Et alors, là aussi, où l'histoire est vraiment troublante, c'est que je leur dis, est-ce que vous n'avez pas, vous accepteriez de nous donner un mock-up,
un morceau de ce nez, une reconstitution de votre AGV. Et un jour est arrivé ce nez, et là ils m'ont appris que c'était un vrai nez de train, et c'était celui qui avait gagné, celui qui avait eu le record de vitesse à 510 km/h, et c'était le vrai train. Et donc le rapport du vrai, d'ailleurs, était une de mes obsessions, c'était qu'il n'y ait rien de faux. Mais là je m'étais dit, ça je pourrais quand même pas y arriver. Et puis bon, là, l'Eurostar est, je trouve, un peu moins bien dessiné. Puis bon, voilà, donc je vais très vite, parce qu'après, évidemment, les choses se sont inaugurées. Ce fameux musée du train est ouvert depuis 3 ans maintenant. Et bon, comme il est infotographiable, donc les photos sont très très sombres, parce que tout est en mouvement. C'est un spectacle. C'est peut-être pas un opéra ferroviaire, mais pas loin, peut-être. Et donc, on peut entrer dans les locomotives, il y a des projections partout sur le sol, en dessous du sol. Parfois, je travaille pour que les gens marchent sur les voies, sur les rails. Et bon, voilà, tout ce qui avait été dessiné, en fait, a été assez fidèlement, alors pour parler de fidélité entre le dessin et avec évidemment que le dessin ne peut pas rendre la vie, ne peut pas rendre la lumière, la musique, le son, et le grenier ferroviaire, et puis bien sûr cette fameuse type 12 là, qui est pour moi un peu un moment d'exception. Et donc tout ça a été fait, bien sûr avec d'énormes difficultés, comme tout projet de cette ambition, mais aussi des belles surprises, aussi des étonnements, aussi des moments, bon, comme vous devez connaître, on a des métiers qui sont très proches, et on doit faire des deuils, et comme on a des moments, heureusement, d'émerveillement, voilà. Et puis donc les projections sur cette maison du garde-barrière, il y a des climats très très différents. Là, on est dans un climat beaucoup plus végétal, parce que c'était aussi important de parler de l'environnement. Et puis bien sûr ce fameux wagon de la déportation, bon, qui est assez sombre, mais l'intérieur est éclairé, et qui est un moment un petit peu glaçant. Et puis bon, voilà, donc je vais passer tout ça. On peut vraiment être très intime avec les machines, surtout c'est un musée, on peut tout toucher. Parce que c'était mon obsession. Après, je trouve que ça a débordé, parce qu'il y a des gens qui se mettaient à manger leur fromage dans les cabines de locomotives. Je me suis dit, bon, j'aurais mieux fait d'être un peu plus prudent. Et puis bon, voilà, tout ce que ça représente, c'est plusieurs lieux, la maison du garde-barrière, évidemment, et puis tous les problèmes liés à la sécurité avec ces fameuses barrières. Et alors, voilà, bien sûr, l'Orient Express, et bien sûr le wagon postal, tout ce qui concerne la sécurité, que j'ai essayé de rendre excitant, intriguant, troublant. Et puis l'art, parce qu'on oublie par exemple qu'il y avait des tableaux dans le TE qui réunissait Bruxelles à Paris, et dont le peintre Delvaux. Il y avait une idée, une ambition. Je vois mal aujourd'hui mettre des originaux dans des TGV, et pourtant c'était l'ambition, comme dans les avions d'ailleurs. On est très loin de tout ça. Et puis un jour ils ont transporté, ils ont sorti ce pont, et ils l'ont amené. C'était aussi assez extraordinaire. C'est un pont qui a une double circulation, une circulation piéton et une circulation au-dessus ferroviaire. Et pour moi c'était important, ce pont, parce qu'il était un lien entre la circulation ferroviaire, qui est juste là, qui est très importante, et la ville. Donc c'était comme un espèce de pont. Voilà, et puis alors bon, voilà, ce fameux petit train, j'ai travaillé avec des peintres, alors c'était ça qui était intéressant, c'était de travailler des artistes. Comment des artistes extrêmement différents pouvaient prendre leur place dans ce projet. Et plus il y en avait, plus ils étaient bizarres, plus j'étais heureux. Et donc, c'est cette espèce de complémentarité de peintres, de maquettistes, d'éclairagistes, avec parfois des gens qui ont des idées très, très, très bizarres et qui sont parmi les plus belles. Et donc, voilà. Et puis, bien sûr, il y a des aspects liés à la technologie, sur le futur du ferroviaire. Voilà, un petit résumé rapide sur cette aventure. Bon, merci beaucoup, hein, c'était, je pense, très passionnant, et je ne sais pas ce que tu en penses, Léa, mais c'était le bon duo. Hein, c'était le bon duo.
Je pense que c'est plutôt... je trouve que le ping-pong est assez bon. Moi, je voudrais juste réagir parce que on travaille souvent sur des friches ferroviaires et on a eu une expérience il n'y a pas très longtemps qui était intéressante. À Paris, il n'y a pas de musée du train. En revanche, il y a une friche qui est dans le nord parisien, un site qui s'appelle Ordener, et sur lequel, en fait, à Paris, on essaye il y a toute une dynamique qui est lancée par la SNCF pour occuper temporairement ces sites. Et la difficulté qu'il y a, c'est que souvent, les publics qui viennent sur ce genre de site, c'est à peu près l'ensemble des barbus qui sont là, c'est-à-dire c'est des hipsters qui facilement vont dans ces lieux-là, mais il y a une difficulté à avoir un public varié. Et ce qui était intéressant sur le site d'Ordener, au départ, il y avait des bars, donc il y avait effectivement ce public de hipsters, et puis la SNCF s'est lancée et a fait une exposition de locomotives, de vieilles locomotives, ça s'appelait Grand Train, et finalement, c'est là où la fréquentation a eu des pics, et surtout, les familles sont venues. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un imaginaire à travers le ferroviaire. On ne se rend pas compte. Et finalement, SNCF n'attendait pas du tout ce succès et n'a pas finalement conscience de cette valeur, de cet imaginaire. Et j'espère que ce projet pourrait atterrir quelque part. Mais ce n'est pas seulement le cas du ferroviaire. Ce qui est très étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on sous-estime toujours l'imaginaire, qui est là, caché, mais qui ne demande qu'à ressurgir. Je trouve que notre travail, c'est de le faire réapparaître. C'est un gros travail, parce que parfois, il est bien boulonné, il est bien verrouillé, il est bien caché, mais faire sortir ce qui est caché, ce qui est là, ce qui est en friche, c'est un moment formidable. Pour vous dire, cette maison de Garde-Barrière, moi, j'ai rien fait. J'ai fait que dire, gardez-la. Mais parfois, ça tient à ça, cet imaginaire. Et donc j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que le musée, par rapport au quartier, est-ce qu'il y a eu un... Bien sûr, parce que je me suis occupé d'un hôtel où on dort dans des wagons, voilà, dans des voitures. Et donc c'était indispensable que l'ensemble soit pensé. C'est pour ça que je voulais dire, le pont est une liaison aussi avec la ville. Donc c'est bon, mais on a avancé en crabe. On a avancé en crabe parce que aujourd'hui, ce type de projet, c'est un peu comment dire, c'est contradictoire. C'est parce que j'ai eu de la chance, comme la station de métro à Rémétier. C'était un peu une bizarrerie, parce que normalement, ils ne font plus des choses pareilles. Il n'y a pas de publicité, enfin bon, il y a des tas de trucs qui sont anormaux. Moi, je voulais vous remercier parce que c'est très émouvant cette rencontre. On a l'impression que le train, enfin cette locomotive, particulièrement vous avez rencontré la locomotive, c'est une bête humaine avec laquelle vous avez eu une relation. Elle vous ressemble. Elle ressemble un peu à votre histoire. C'est ça que il y a beaucoup de gens qui croient que je l'ai inventé. Oui, justement. Donc il y a une vraie rencontre très belle. Et ce que je trouve formidable, c'est la manière dont vous fabriquez ce voyage dans le temps, dans l'espace, dans l'histoire, même sinistre, dans le bonheur, dans la tristesse, etc. C'est-à-dire, c'est ce que j'aimerais savoir faire, ou on aimerait savoir faire, c'est-à-dire comment une histoire ou un projet, finalement, peut se raconter entre le réalisme et l'imaginaire, tous les possibles. Et ça, c'est ce que vous faites extrêmement bien dans ce projet, mais c'est un train qui raconte. Vous faites raconter un train, toute une histoire de la Belgique, etc. Et effectivement, par rapport à ce que Soline montrait, par rapport à ce côté très réduit, focalisateur, en entonnoir des images qui montrent un projet, vous êtes exactement dans le sens inverse, dans l'expression la plus large possible, dans l'imaginaire qui traverse toutes les disciplines, ou tous les sens, en tout cas. C'est ça que je trouve très beau, parce que finalement, dans les images qu'a montré Soline et qui racontent les projets, souvent c'est réduit à qui parles-tu camarade, cette maxime trotskiste. C'est-à-dire, à une époque, dans les années 50, les années 60, on parlait à un ami radieux. Alors, les choses les plus extraordinaires là-dessus, et que vous connaissez, c'est les images de Paris Match que tu as montrées rapidement, qui montraient la Défense, qui montraient la Grande Motte, on voyait la Grande Motte et tout l'aménagement du Languedoc sur 180 km avec des Concorde qui atterrissaient, etc., parce qu'il y avait la foi dans un pays radieux. Et pour des raisons politiques, pour des raisons structurelles, pour des raisons administratives, les choses sont réduites au fur et à mesure du temps, et finalement l'urbanisme en est un peu dans le même état. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des projets sur 180 km, des choses extraordinaires comme ça, dans lesquelles il y avait une foi dans l'avenir démesuré, et au fur et à mesure, ça s'est réduit pour dire que maintenant l'urbanisme
va être réduit à des coups d'éclat. Des coups d'éclat ici ou là, c'est ce qu'on voit, entre autres, de réinventer machin, etc., dans ce que tu as montré à travers les 1000 arbres et d'autres projets encore, mais qui se réduit à un temps très court. C'est-à-dire il faut un réalisme parce que c'est tenu à une campagne électorale rapide, à une nécessité d'être absolument vrai par rapport à quelque chose qui doit être fait dans un mandat. Donc j'aime beaucoup votre présentation qui va dans le transtemporel ou le transgéographique, le transterritorial, et qui met en évidence notre perte dans des temps courts et dans des réductions dramatiques. Voilà. En même temps, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous parlez de la tristesse. C'est-à-dire, je comprends que Paris soit une fête, c'est un moment dramatique de Paris, mais que Paris d'une fête, il n'y a jamais bonjour tristesse, quoi. Et la ville, elle est faite aussi pour être un support des drames, un support possible de la dramaturgie dans tous les sens, et même de la tristesse, quoi. Et là, vous racontez tout ça. Et la vie, c'est aussi épouvantable, et on doit accepter l'épouvantable. Mais pourquoi les images que vous avez montrées, pourquoi ces images, on retrouve toujours les mêmes images? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus la possibilité d'oser, quoi? Je ne comprends pas. J'aimerais aller, que vous me disiez un peu plus loin. Qu'est-ce qui fait que ces images se préfabriquent comme ça? Moi, je ne sais pas, parce que j'en fabrique pas. Je pense que... après, je laisserai plutôt Delphine ou François dire. Moi, je pense qu'il y a quelque chose où on se contraint, c'est-à-dire on se fait une idée de l'image attendue et qu'on ne sort pas du cadre. Clairement. Par exemple, il y a un site, ça me fait penser à la question du train, là. Il y avait une des 4 images SGP, là, c'est la gare des Ardoines. Les Ardoines, c'est quand même un endroit qui est extraordinaire, là, en termes de charge, d'ambiance, de ciel, etc. Et quand on regarde la perspective, il n'y a plus rien, d'ailleurs, on ne voit même pas où on est. Alors que c'est un des endroits quand même assez fascinants de Paris. Et voilà. Mais je pense qu'au moment de faire l'image, il y a chez celui qui l'a fait une idée de l'image attendue, et puis on ne s'autorise pas à sortir du cadre. Et je montrais la manière dont, par exemple, pour la place de la République, TVK avait fait appel à un dessinateur de bande dessinée. Je ne pense pas que cette image-là, elle était demandée comme ça. Et au fond, elle parle du projet. Donc cette question, alors après il y a la question du temps, parce que il y a les images qui sont attendues, qui sont contractuelles, etc. Et il faudrait pouvoir continuer à réfléchir à cette question-là, comment on sort justement de ce registre d'images. Mais l'image que vous avez présentée, là, qu'on a trouvée, j'imagine que ça c'est intéressant, j'imagine qu'elle est sans doute assez loin de la réalité. Ah ben là, celle-là, elle a été faite en plus. Ouais. Elle a été faite, celle de Ferrier. Ouais. Elle a été faite à un moment... il y avait des images contractuelles du concours, on voyait le bâtiment au milieu, hein, et celle-là, elle a été faite en plus. Et en fait, après, Disney, c'est de celle-là qui se sont servis. Mais bien sûr. Parce qu'en fait, celle-là, elle racontait beaucoup plus de choses qu'un simple portrait de bâtiment dans un état futur. Mais dans le concours, enfin l'exposition qu'il y a eu sur le Grand Paris il y a quelques années, il y avait toute une série d'images, mais je trouve qu'elle n'était pas très fascinante, malgré ce qui était sous-entendu. C'était une exposition très intéressante, mais les images posaient un certain nombre, là aussi, n'arrivaient pas totalement à dégager cet imaginaire qu'on attend. Mais une des rares images qui a été utilisée, c'était l'image de Port-Zampar avec le monorail sur le périphérique, et c'est l'image la plus impossible, parce que tous les techniciens vous disent ça marche pas. Exactement. Et donc, c'est une image qui est complètement à côté, mais du coup, tout le monde s'en est saisi. Et là, il faut quand même se dire, donc on a besoin d'une certaine distance par rapport au réel, sinon on tourne en rond. Oui, c'est ça. Juste pour compléter, moi je pense que c'est le rapport au temps, c'est-à-dire que c'est aussi accepter que ça soit pas une image figée, et que scénariser, en tout cas pour nous, dans notre métier, c'est aussi accepter qu'il y ait du mouvement, et qu'il y ait du mouvement et qu'il y ait d'autres. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on décide, ça va se faire. Ça va se faire. Ça y est, il boit déjà l'apéro. Et ça va se faire avec d'autres, et sur cette possibilité de raconter une histoire. Je pense que c'est surtout ça, c'est-à-dire l'envie de raconter une histoire qui se fait avec
des saisons et Et le besoin qu'on a d'histoire. On voit qu'il y a un besoin d'histoire. Par exemple, quand Christian Blanc, celui qui a lancé le Grand Paris, me demandait « raconte-moi une histoire », c'est qu'il était conscient qu'on allait avoir un problème sur le Grand Paris, c'est que c'est une notion qui était tellement... La ville-monde et tout ça, c'est des notions... Comment on arrive à le concrétiser ? Et je trouvais formidable qu'il ait réussi à mettre le doigt sur un truc qui me passionne, mais qui est très délicat. C'est comment est-ce qu'on peut arriver et quelle métaphore peut-on utiliser pour essayer de parler à l'imaginaire des gens sur le Grand Paris. S'il y a des réactions, hein, vous êtes... Ici ? Oui. Non, ce que j'ai trouvé très intéressant sur ce que vous nous avez montré, c'est également la diversité des types de graphismes que vous avez utilisés. Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'était sur un temps long, sur 10 ans, alors qu'on met 3 heures pour visiter le musée. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est un peu un parallèle qu'on pourrait faire avec nous, les modes de représentation qu'on utilise à l'agence. Et c'est assez intéressant de voir finalement, c'est très riche. Il y a des dessins qui ressemblent presque à des gravures, d'autres presque à des aquarelles. Enfin, on pourrait dire qu'il y a votre style qui est qu'on reconnaît parmi 1000 autres. Et en réalité, je trouve que vraiment, finalement, en regardant très précisément, chaque dessin est quand même assez différent les uns des autres. Donc, moi, je voulais savoir un peu comment est-ce que ce temps long fait justement que vous avez différentes techniques, etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement que ça enrichit également le scénario final par toutes ces techniques qui sont aussi diverses. Oui, c'est très intéressant que vous souligniez ça, parce qu'en fait, je crois que le rôle du dessin, c'est d'essayer de saisir le signe, de saisir quelque chose qui est là, qui est dormant, et qu'il faut arriver à vraiment cristalliser. Et donc, quelquefois, nos réflexes ne sont pas bons. Les réflexes qu'on a dans la main ne sont pas bons. Du coup, les changements de technique, travailler sur des photos retouchées, travailler au crayon, à l'aquarelle, c'est une façon de briser et d'essayer que ce soit le sujet qui domine et pas la technique. Et c'est pour arriver à faire sortir quelque chose que sans doute je ne comprends pas moi-même. Parce que dans tous les projets, il y a des dimensions qu'on ne sait pas, qui sont là cachées et qu'il faut saisir. Le livre a précédé l'ouverture du musée. Oui, et ça rejoint bien l'idée qu'en fait, on a besoin de fictionner le réel pour le comprendre. C'est notre condition d'humain. L'humain a besoin de fictionner le réel pour le comprendre. C'est tout à fait ça. Et donc là, le fait de le mettre en fiction, ça l'a rendu possible. Oui. Ouais. Mais ce qui est amusant, c'était... Moi, j'en avais besoin, mais manifestement, les décideurs aussi. Et ça, je ne le pensais pas. Parce que, honnêtement, moi, parfois, je suis obligé de cacher que je suis un dessinateur de bande dessinée. C'est beaucoup mieux que je dise que j'ai travaillé sur des expos universelles, que j'ai travaillé dans le cinéma. Ah, dans le cinéma, ça fait bien, ça a de la gueule. Des stations de métro, des expos... Et aller dire que j'ai fait des albums de bande dessinée, ça c'est vraiment le truc... C'est presque un handicap. C'est triste, mais c'est comme ça aujourd'hui. Il y a une hiérarchie. Et la bande dessinée, elle était un peu en bas. Peut-être vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé avec les architectes, justement. Je ne sais plus... Enfin, dans la répartition un peu de ce rôle de scénographie, d'imaginaire, de création, comment ça s'est passé avec eux? Vous savez, moi, j'ai mon père qui est architecte, mon frère, ma sœur, mon beau-frère. Donc, j'en ai bouffé de l'architecture. Donc, c'est pour ça que j'ai fait de la bande dessinée. Je me suis dit, au moins, j'aurais pas toutes leurs emmerdes. Et puis, je suis rattrapé par le travail scénographique qui me rapproche dangereusement d'eux. Et donc, oui, c'est certain que j'adore travailler avec les architectes parce que je pense que je les comprends bien. Oui, j'ai bien vu mon entourage passionné et en même temps parfois à souffrir de ce métier. Et oui, le dialogue était formidable parce qu'ils n'ont pas voulu mettre leur ego
ni moi d'ailleurs, pour être franc, parce que j'ai essayé de faire en sorte que ce soit une créativité assez tournante. Mais bon, il est évident qu'à un moment donné, il faut être un peu la locomotive, entre guillemets. Mais les architectes ont vraiment accepté un truc formidable, c'est de prendre le scénario et de le concrétiser. Et ça m'a beaucoup touché, parce que, voilà, c'était pas si simple. Bien sûr que j'avais très peur. Je trouve qu'il y a des architectures, ce qu'on appelle gestes. Bon, j'aime beaucoup, moi, les grands architectes. Je les trouve formidables. Mais parfois, ça laisse, comme j'ai dit, ça laisse pas toujours beaucoup de place. Et je trouve que ce qui m'intéresse le plus, c'est le dialogue. C'est la transversalité aujourd'hui. Je crois que les grands gestes, ça va peut-être un petit peu se calmer et qu'on va voir apparaître quelque chose d'autre. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est comment faire cohabiter comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de hiérarchie, justement. Que cette créativité tourne et ne soit pas le fait d'une personne. Dans le côté un peu, j'allais dire, universel de votre présentation, dans le genre ça explore tous les champs, c'est vrai que ça met en creux tout ce qu'on a pu faire dans le Grand Paris. Ça fait 8 ans ou 9 ans qu'on travaille dessus. Et si on essaie de voir qu'est-ce qui reste comme dessin, vous avez raison, il y a le monorail de Christian qui ne marchait pas. Il y a un Central Park de Castro qui marchera ou pas. Il y a des choses comme ça qui sont des icônes, mais qui sont un peu comme un tableau, comme quelque chose de définitif. C'est-à-dire, d'autres équipes disaient des choses inaudibles parce que irreprésentables, irreprésentables. C'est-à-dire, par exemple, dire que le logement est trop petit. Avec Soline, on avait travaillé là-dessus, de dire qu'il faudrait faire des logements un peu plus grands. Les logements feraient 20% de plus. Mais c'était immontrable. Donc c'est une idée qui tombe, et pourtant qui est essentielle, de dire que pour ne pas quitter Paris, il faut des logements mieux, tout simplement. Mais vous racontez ça assez bien, c'est-à-dire vous explorez la manière d'occuper un compartiment, ou des choses comme ça, etc. Vous racontez une histoire. Mais c'est vrai que cet iconographisme, à travers des tableaux figés, ça raconte une chose trop précise, quoi. C'est pour faire des belles images, un peu, je sais pas quoi, comme ça. Ouais. Mais ça raconte pas le fond de ce qui manque, finalement. Ouais. Il ne manque pas que des silhouettes extraordinaires. Ouais. Il manque aussi le petit. Ouais. Vous montrez ça de temps en temps. Ouais. Le petit compte. Mais une des choses que je trouve qui est très difficile, c'est d'arriver à ce qu'une image, il y ait de la persistance rétinienne. C'est-à-dire qu'elle s'incruste et on ne sait pas pourquoi. Et vous n'arrivez pas à déceler, mais cette image, elle est en vous. Là, je travaille sur un... Dans le cas de Porzampar, où il y a une persistance rétinienne par rapport à son monorail, il y a un côté presque enfantin qui fait plaisir à tout le monde, mais qui ne correspondait à rien. Donc, à part ça, on peut faire de l'analyse par rapport à ça, de dire finalement, il manque peut-être dans Paris un onirisme par rapport au transport. Et ça revient un peu à ce que vous faites. Oui, mais par exemple, sur le chemin... De voyager de manière différente que dans des sous-sols un peu sombres. Mais le chemin dont vous parlez, la question alors, de se dire comment est-ce qu'on peut faire vous augmentez légèrement, c'est ça que vous dites, la largeur des chemins, j'ai mal compris. Des logements. Non, la largeur, je parle trop vite peut-être. La dimension des logements. La dimension des logements. La dimension des logements. D'accord. C'est-à-dire c'est un truc qui est immontrable, tel que la presse pouvait l'entendre. Mais est-ce qu'il n'y a pas dire moyen... qu'une chambre 9 mètres carrés, c'est pas bien. Que 2 pièces de 43 mètres carrés, c'est pas bien du tout. Et que c'est... Ça influe un désir de fuite, un désir de je sais pas quoi, de sauter par la fenêtre, ou j'en sais rien. Non, mais bref, que le Mono-Orient, enfin, c'est des choses très, très techniques, mais très vraies. Et je veux dire que la représentation que vous faites, il me semblait, ça peut aussi raconter ça. Raconter un espèce de quotidien peut-être un peu moins flamboyant que ces images... que Soline a beaucoup montré. Comment on montre le non flamboyant. Et en plus, quand vous disiez, les gens qu'on voit en petit, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas... C'est très intéressant, ce problème-là. Il y a un dessinateur que j'admirais beaucoup et que je connaissais bien, c'est Moebius, et ce qui était fascinant chez lui, c'est que ces foules, chaque personnage avait une histoire. Et on savait quelque chose d'eux. Et c'était une leçon magnifique sur justement la charge qu'on mettait, c'est comme la charge des seconds rôles au cinéma, enfin bon, et quelquefois on s'intéresse un peu trop au premier rôle, mais si on arrive à raconter des micro-histoires, curieusement, on capte ça. Et même quelques secondes sur une image, on voit qu'on ne s'est pas intéressé à ces micro-histoires. Alors il y a une jeune agence, j'ai oublié le nom à l'instant, il y a une jeune agence à Bordeaux d'archi qui font de la vidéo.
qui propose des fictions pour montrer les bâtiments. Et donc avec un scénario, un seul ou deux personnages, pas des grouillots partout. Et en fait, il y a une mini-dramaturgie qui fait que le bâtiment est montré du point de vue d'un seul personnage qui vient lui faire quelque chose de précis et qui repart. Et du coup, ça enlève l'effet hologrammique de tous ces grouillots qui sont toujours comme ça. Est-ce que la salle a des questions ? Sinon, ça peut être aussi le moment où on conclut. Alors, Sidonie, tu as l'air assez proche du bar, donc... En tout cas, c'est Audrey qui m'a soufflé ça ce soir. On a un nouvel appel d'offres à vous proposer sur les cathédrales du rail à Saint-Denis. Voilà, donc on vous invite tous les deux à participer parce que je pense qu'on a le casting ce soir. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas.